Donc, bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième rendez-vous sécurité. Donc, vous savez que cette opération, en fait, est née d'un partenariat entre la Direct Occitanie, l'ensemble des chambres de commerce d'Occitanie et également l'ensemble des acteurs du PRST. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter des thématiques santé-sécurité donc en lien avec les problématiques et les thématiques que vous pouvez rencontrer dans les entreprises. Ça traite d'actualité, mais également de sujets de fond. Donc aujourd'hui, on va traiter la conception, la transformation des équipements et des lieux de travail avec les acteurs du groupe du PRST. Donc je me présente, je suis Vincent Garneau, chargé de projet santé-sécurité à Chambre de commerce Occitanie et avec ma collègue Sonia Poulot de la CCI des Pyrénées-Orientales. Donc on est en charge d'animer ce webinaire. Donc, durant l'heure qu'on va passer ensemble, la première partie sera consacrée à la présentation des travaux du groupe du PRST, donc avec la présentation d'une méthodologie donc, pour la conception ou la transformation des locaux. Ensuite, on aura un retour d'expérience des acteurs du terrain qui vous présenteront leur accompagnement, puis une définition de la maîtrise d'usage, et puis il y aura une partie bibliographie en suivant. Suite à cette première partie, il y aura un premier temps d'échange. Donc, vous pourrez poser des questions à nos experts. Sur la seconde partie, donc, on a le témoignage d'une entreprise. Donc, il s'agit d'un artisan traiteur, donc la Cigale, qui est dans le département du Gard, qui nous présentera sa démarche, l'origine, qu'est-ce qu'il a mis en place et les différents accompagnements dont il a pu bénéficier. Donc, vous pourrez ensuite lui poser vos questions et également compléter avec nos experts. Donc, je vous rappelle que ce webinaire est enregistré, donc vous pouvez le retrouver en suivant sur notre chaîne YouTube, la CCI Occitanie. Les supports qui sont diffusés aujourd'hui vous seront communiqués en suivant. Et puis, pour tout ce qui est questions, vous avez l'espace chat qu'il faut utiliser. Donc, on les reprendra. Vous écrivez vos questions au fil de l'eau et puis on les reprendra nous en suivant. Et puis on vous mobilisera à la fin sur un questionnaire de satisfaction. Et c'est également là où il faut vous signaler si vous avez des sujets spécifiques en lien avec la thématique pour que vous puissiez être recontacté. Il faut vous signaler à ce niveau. Eh bien, écoutez, j'en ai terminé. Je passe la parole du coup à Patrick Bompierre qui va se présenter et enchaîner sur la première partie. Ouais, je vous souhaite un bon webinaire à tous. Voilà, bonjour à toutes et tous, merci Vincent. Donc je suis Patrick Bompierre de la Direct. Je vous dirai tout à l'heure que la Direct depuis ce matin n'existe plus. Mais pour l'instant faisons comme si elle existait encore sous cette forme-là. Donc la Direct s'est associée avec les acteurs de la prévention régionale et les partenaires sociaux dans le cadre du plan régional santé-travail. Et le groupe que j'ai eu le plaisir de copiloter était consacré à la conception d'outils pour aider les entreprises dans leurs différents projets liés à la conception des situations de travail ou des équipements de travail. Donc, sur ce petit schéma, vous voyez sur la gauche le cas où l'entreprise conçoit ce qu'elle va utiliser. Donc, on est plutôt dans la conception des situations de travail. Par situation de travail, on entend vraiment l'approche globale du travail, c'est-à-dire les aspects techniques, les locaux, les matériels, l'organisation du travail, le personnel qu'on va mettre dedans, comment il va falloir le former, le recruter, etc. Donc l'aspect global de la situation de travail. Tout cela se fait bien évidemment bien en amont si on veut que ça fonctionne et en associant tous les acteurs. Et puis sur la partie de droite, ce qu'on ne va pas détailler aujourd'hui, on va plutôt se consacrer à la conception par l'entreprise. Mais on a aussi le cas où l'entreprise utilise des équipements qui sont conçus par d'autres. Et là, on va plutôt avoir une approche très focalisée sur l'équipement en question, qui a été guidé plutôt par l'accidentologie régionale, avec une action a posteriori. Donc, on n'est pas sur la conception, mais vraiment sur l'utilisation, et en ciblant l'interlocuteur qui va être le fabricant. Donc, on a eu 3 actions, je vous en parle là très rapidement, et après on n'en parlera plus.
une vers les constructeurs, les fabricants de grues pour les systèmes de freinage des charges sur les grues, une sur les échelles à plan coulissant pour inciter les fabricants à marquer dessus pour qu'on l'utilise dans le bon sens pour éviter de tomber avec, et puis une sur les portails coulissants dont la conception, si elle est imparfaite, peut amener le portail à tomber sur la personne qui le manipule, et on a eu 2 morts comme ça dans la région. Ça paraît anodin, mais en fait, un portail, ça peut être dangereux aussi. Voilà, donc ça, je ne vous en parle plus, on va se consacrer sur la partie de gauche. Donc, le premier outil qu'on a construit dans ce groupe, c'est un outil pour aider à concevoir les situations de travail. Alors, évidemment, il y en a beaucoup qui existent. Celui-ci, on l'a choisi de manière assez pragmatique en croisant 2 données. C'est d'une part les étapes d'un projet. Donc, vous voyez ici, sous forme d'un entonnoir, au tout début, en haut, on a une idée, on dit tiens, on va agrandir un bâtiment, par exemple. Et puis, à partir de là, il va falloir se poser plein de questions avec différentes étapes. Donc, la programmation, on va faire notre cahier des charges, la conception avec tous les gens qu'on va pouvoir entourer pour la conception, la réalisation, c'est-à-dire les travaux, et puis la mise en service, voir si finalement ce qu'on avait choisi fonctionne bien. Donc ça, c'est les étapes, on va dire, temporelles. Et puis, on a croisé avec... Oui, vous pouvez y aller, Vincent, sur la suivante. Voilà. On a croisé avec les différents acteurs que l'on peut rencontrer à l'occasion d'un tel projet. Donc, bien sûr, le maître d'ouvrage, donc ça va être l'employeur, on peut l'appeler comme on veut, gestionnaire, directeur, enfin voilà, en tout cas la personne qui va piloter le projet, mais qui va s'entourer également des personnes qui sont écrites en petit juste en dessous, notamment l'assistant à maîtrise d'ouvrage, qui peut être des ergonomes, des programmistes. Il y a de nombreux métiers qui peuvent aider le maître d'ouvrage dans sa fonction d'animation du projet. Et puis, vous voyez ces 4 flèches sur les côtés, où on a identifié d'autres acteurs qui sont intéressants à associer dans le projet, à savoir le premier à gauche, tous les acteurs, on va dire, techniques, qui vont définir les équipements de travail, les machines, l'organisation du travail, etc. On a l'utilisateur humain, donc les futurs utilisateurs, les salariés, les travailleurs qui vont être amenés à intervenir dans le bâtiment, si on prend l'exemple d'un projet de bâtiment, sans oublier notamment les entreprises extérieures qui pourront intervenir également. Je prends toujours cet exemple parce que c'est un oubli fréquent des entreprises qui vont assurer le nettoyage dans un nouveau bâtiment qu'on construit. Eh bien, ça veut dire qu'il va falloir prévoir dans le nouveau bâtiment un espace aussi pour elles, de vestiaires, de locaux techniques, etc. Sur les autres acteurs, on a la maîtrise d'œuvre, donc ceux qui vont réaliser techniquement, on va dire, le bâtiment, donc les architectes et puis tous les corps d'État qui vont travailler pour la réalisation du chantier. Et le coordonnateur SPS qui, lui, a une fonction alors bien connue sur le chantier pour assister le maître d'ouvrage dans ses actions en termes de sécurité du chantier, mais une action qui devrait également apparaître en amont, puisque le Code du travail prévoit qu'il est associé dès la phase projet. Et donc, ça permet d'anticiper aussi avec lui on va dire l'organisation du chantier d'une part, mais également le rendu, c'est-à-dire quand on est tout en bas de l'entonnoir, comment on va utiliser le bâtiment, comment on interviendra ensuite, par exemple, pour nettoyer les fenêtres, etc., ou changer une lampe, eh bien, il faut y penser dès le départ. Et c'est pour ça qu'il faut associer le cordeau SPS dès le départ. Alors, Vincent, sur la diapo suivante, je vous ai mis des X partout. C'est pour vous inciter à ne pas lire ce qui est marqué là, parce que bien sûr, ce n'est plus l'outil que je vous présente, il faudra aller le télécharger sur le site du PRST, où vous verrez qu'il est sous forme d'un PowerPoint animé, avec des transitions qui se font à chaque fois qu'il y a un petit X, là on va voir tout à l'heure, mais ça veut dire que un de ces acteurs qu'on a identifié à telle étape du projet a quelque chose à apporter, donc il faudra l'associer à ce moment-là. Et puis, ce qu'on ne peut pas vous faire voir ici, parce qu'on n'a pas la version dynamique de l'outil, c'est qu'à chaque fois qu'on clique, ça fait apparaître des commentaires. Et ça a été peut-être la force de l'outil qu'on a créé localement, et qu'on a voulu faire apparaître des commentaires pour expliquer à chaque fois tous les éléments. Donc voilà ce que ça donne en vision, on va dire, finale. Alors, ce n'est pas pour le lire ici, c'est trop petit, mais c'est simplement pour vous dire que finalement, à chaque étape, chaque acteur a quelque chose à apporter. Et donc, ça sera intéressant de les associer au bon moment pour la bonne chose.
Et on arrive tout à fait en bas de cet entonnoir avec la fameuse notion de qualité d'usage, puisque ce qu'on cherche à obtenir finalement, c'est d'arriver à la solution qu'on retient, l'unique solution qui sera réalisée, qui sera mise en œuvre, mais il faut surtout qu'elle fonctionne, qu'elle apporte la satisfaction par rapport à nos objectifs, que ce soit en termes de qualité, de service à notre client, etc. Et que ça puisse amener, on va dire, une satisfaction, en tout cas oui, une qualité, pour l'ensemble des acteurs qui seront associés, en particulier bien sûr le maître d'ouvrage qui verra la rentabilité de l'objet qu'il aura construit, mais aussi de ses salariés qui ne seront pas en difficulté pour travailler à l'intérieur. Donc c'est vraiment partir de l'idée que le bâtiment, si on prend vraiment cet exemple de bâtiment ou une machine, voilà, enfin, tout ce qu'on peut projeter dans une entreprise, doit s'appuyer sur l'activité future. Et donc, on conçoit notre objet en fonction de l'activité qu'on veut faire et non pas l'inverse. Or, bien souvent, malheureusement, on voit des bâtiments qui imposent finalement une organisation par la forme qu'ils ont, alors qu'il aurait été préférable de partir plutôt du travail pour construire l'objet qui facilite le travail. Voilà, on peut aller voir la diapo suivante. Au-delà de ces 4 acteurs qu'on avait identifiés dans le projet, on a identifié également d'autres acteurs qui sont plus institutionnels, qui sont pour le coup extérieurs au projet, mais sur lesquels l'entreprise peut également se reposer. Donc je ne vais pas les détailler tous parce qu'ils font tous plein de choses. Simplement vous présenter, par exemple, si on commence à droite avec l'ARACT, donc l'Association régionale d'amélioration des conditions de travail, qui peut intervenir effectivement auprès des opérateurs. Alors plutôt, il est vrai, dans le cadre d'actions, on va dire, complexes, avec des appuis collectifs, mais éventuellement, effectivement, on peut leur demander sur de l'appui ponctuel, mais surtout, pourquoi les citer, c'est parce qu'il y a une importante production bibliographique de la part des ARACT en France et regroupée au sein de l'Agence nationale, donc l'ANACT. Tout ça, c'est disponible sur Internet, donc il ne faut surtout pas se priver d'aller le voir avant de se lancer dans un projet. Également l'OPP-BTP, donc, qui est l'organisme de prévention sectorielle du BTP. D'autres acteurs locaux qu'on peut solliciter. Alors, vous avez aujourd'hui l'exemple des CCI, hein, avec les conseillers qui peuvent vous apporter un appui sur la santé et sécurité au travail. Les chambres de métiers, de l'artisanat également, qui peuvent être structurées. Vous avez bien sûr tous les bureaux. Je vois qu'on a un petit problème de bande passante du côté de Patrick. Voilà, j'espère qu'il va pouvoir le résoudre rapidement. Du coup, je pense qu'il en avait terminé avec, voilà, c'était sa dernière slide sur sa partie. On va peut-être pouvoir enchaîner le temps qu'il se reconnecte avec voilà, les acteurs du terrain qui vont vous présenter les accompagnements sur lesquels voilà, ils sont positionnés. Parfait. Merci Noureddine d'avoir enchaîné. Voilà, je te laisse poursuivre du coup le temps que Patrick puisse se reconnecter. Alors, du coup, oui. Voilà, merci. Ben oui, j'ai été. J'étais en train de dire du bien des collègues. Alors, Noureddine, j'ai vu que tu avais repris la main, du coup. Oui, du coup, vu qu'on était sur je ne connaissais pas le délai de reconnexion. Du coup, j'ai fait la transition pour Noureddine. D'accord. À de suite, du coup, Patrick. Et regardez peut-être les soucis de bande passante en essayant de fermer les logiciels qui peuvent être ouverts à côté. Ouais, j'ai rien d'autre. Alors du coup, oui, bonjour tout le monde, donc Noureddine Esguir, je suis ergonome au service de santé au travail du Tarn-et-Garonne et du coup, j'ai été mobilisé notamment dans le cadre du PRST au travers de ce groupe de travail pour voilà, essayer de construire quelque part ces outils et vous accompagner, vous entreprise, sur ces démarches de conception des situations de travail et de prise en compte de la prévention pour faire en sorte que l'entreprise soit pérenne et que les salariés se trouvent au mieux dans ces conditions de travail.
Alors, en ce qui me concerne, du coup, je représente un peu les services de santé au travail et notamment en Occitanie. Donc, vous devez tous connaître les services de santé au travail, mais là, l'idée, c'était voilà, de vous rappeler rapidement que les services de santé au travail sont des associations de loi 1901 qui ont pour mission unique d'accompagner employeurs, salariés et représentants du personnel pour notamment éviter toute altération de la santé du fait du travail. Voilà. Donc, cette petite carte vous montre bien que finalement, les services de santé au travail se retrouvent dans toute la France avec une relation notamment de proximité puisque l'échelle est départementale. Dans ces services de santé au travail, on a deux services. Alors, le plus connu et ceux auxquels vous faites souvent entreprise, appel plutôt, ce sont le suivi individuel avec les visites médicales, où on retrouve notamment le médecin du travail et l'infirmière en santé au travail. Mais il faut savoir qu'on a un service un peu moins connu qui s'appelle le service de prévention et qui est là, lui, pour accompagner les entreprises sur le terrain et faire en sorte, quelque part, de réfléchir à des projets d'amélioration des conditions de travail pour voilà, trouver des solutions et bien sûr faire le parallèle entre santé et performance de l'entreprise. Voilà, alors dans les équipes pluri que l'on peut retrouver, il y a les différentes compétences. Moi-même, je suis ergonome, mais j'ai aussi des collègues qui sont toxicologues. On a aussi des techniciens qui pratiquent de la métrologie. Alors la métrologie, voilà, ce sont des mesures sur tout type de champs, hein, comme des mesures de bruit, d'éclairage, de vibration, etc. Et on a aussi des ingénieurs généralistes qui travaillent sur l'ensemble des thématiques et notamment sur les problématiques de sécurité. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que notre on va dire, accompagnement est inclus dans les cotisations. Il n'y a pas de surfacturation, entre guillemets, du fait d'une intervention à l'entreprise sur le terrain. Alors là, aujourd'hui, je venais pour une thématique particulière qui est la conception des lieux et des situations de travail. Donc, l'apport au projet des services de santé au travail, c'est vraiment d'accompagner l'entreprise pour intégrer la prévention au mieux dans le choix des équipements, de l'aménagement, de la conception des locaux. Alors, Patrick l'a un peu dit, mon prédécesseur, mais nous, on insiste vraiment pour que vous ayez cette démarche-là, parce qu'on est convaincu que derrière une entreprise qui réfléchit à intégrer la prévention dès le départ, c'est une entreprise qui sera beaucoup plus performante, qui fiabilisera aussi l'investissement. Hein. C'est des entreprises qui sont beaucoup plus pérennes dans le temps et qui durent. Ça permet aussi de valoriser l'image de marque de la structure par une amélioration de la qualité, de la relation clientèle, etc. Forcément, on associe les salariés et on leur permet de travailler dans de meilleures conditions et du coup, on les rend indirectement plus performants par le fait qu'il y a une relation de confiance, qu'ils s'investissent beaucoup plus dans le travail, etc., etc. Et tout ça pour dire qu'on est vraiment dans un cercle vertueux où c'est une relation gagnant-gagnant tant pour l'employeur que pour le salarié et que du coup, il y a tout intérêt à avoir cette réflexion le plus en amont possible pour intégrer quelque part les choses au mieux et faire en sorte que les situations de travail soient prises en compte. Alors, dans notre démarche, il y a 3 points à retenir. Hein. Le fait qu'elle soit une démarche participative dans un premier temps. Pourquoi participative? Parce que nous, on ne sait pas travailler si on n'intègre pas les salariés. Ce sont les salariés qui, au travers des situations de travail, vont être amenés voilà, à se déplacer, à manutentionner, à faire tout un tas de choses qui peuvent plus ou moins leur poser des problèmes en fonction de la conception qui a été réfléchie et des équipements qui leur ont été mis à disposition. Donc voilà, l'idée c'est de les intégrer pour comprendre leur activité quelque part, pour mieux transformer les situations de travail, les intégrer aussi dans une démarche participative pour faire en sorte qu'ils s'approprient plus facilement les solutions dans un second temps, voilà, etc., etc. Donc voilà, c'est vraiment une démarche où on rend acteur quelque part les salariés. C'est une démarche aussi pluridisciplinaire, ça c'est très très important. Moi je suis là en tant qu'ergonome aujourd'hui, mais il y a des éléments que je ne maîtrise pas sur les questions de risques chimiques et d'aspiration par exemple. Ce sera plutôt mon collègue sur les risques chimiques, sur des éléments de sécurité, ce sera plutôt voilà, un ingénieur, etc. Donc l'idée aussi c'est de faire appel, comme le disait Patrick, aux différentes compétences en fonction du stade du projet. Et pour finir,
et ça, nous, on insiste beaucoup là-dessus, c'est une démarche qui doit être centrée sur l'activité de travail. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on doit adapter le travail à l'homme et pas l'inverse. Partir du travail futur pour faire en sorte que les locaux et les équipements soient adaptés. Et pour ça, la méthodologie, elle est assez simple, hein, c'est vraiment observer le travail, se référer aux normes, se référer aussi aux situations futures que l'on ne connaît pas pour savoir ce qui a pu poser problème ou pas, pour anticiper un maximum de situations de travail et faire en sorte qu'elles se retrouvent voilà, à être faites de manière simple et pas trop compliquée, hein. L'exemple qui parle à tout le monde, c'est des situations de maintenance que l'on oublie souvent et où quand il y a une opération de maintenance préventive à faire, l'opérateur, parce que ça n'a pas été anticipé, est obligé voilà, de déplacer la machine, de se contorsionner un peu dans tous les sens, d'effectuer du port de charge, ainsi de suite. Voilà, pour terminer sur cette diapositive-là, juste, on intervient sur différents domaines. Souvent, la conception, on la considère uniquement comme architecturale, c'est-à-dire la conception du bâtiment, où va-t-on placer telle pièce, comment va-t-elle se placer, quelle superficie va-t-elle avoir, etc. Mais ça peut être aussi une conception industrielle d'une chaîne, par exemple, de fabrication, une conception aussi organisationnelle, ça on y pense forcément beaucoup moins, mais l'organisation des plannings, des effectifs, etc., c'est tout aussi important que l'aspect matériel. Et pour finir aussi, ça peut être tout simplement un projet d'investissement, ça peut être l'introduction d'une nouvelle machine, la création d'un poste, ainsi de suite. Alors là, pour être un peu plus pragmatique, je vous ai juste illustré un petit exemple d'accompagnement, mais de manière très très brève. Il s'agissait en fait d'un supermarché qui déménageait et qui souhaitait retravailler quelque part le rayon poissonnerie, parce que c'est un rayon qui leur posait souci, dans le sens où il y avait pas mal d'accidents du travail, pas mal de personnes, on va dire, fragilisées, avec une santé qui se dégradait quelque part. Et du coup des arrêts maladie, etc. Et du coup, c'était voilà, un secteur qui leur posait souci. Donc, ils ont fait appel à nous pour essayer de les accompagner sur ce rayon à intégrer au futur supermarché. Et là, je vous ai illustré très, très rapidement quelques situations de travail qui ont été observées. Donc, l'idée, c'était de partir vraiment de l'existant, donc de ce qui posait problème dans le supermarché actuel. Donc là, comme vous le voyez sur les images de gauche, sur la partie vente et disposition du poisson sur l'étal, on voit des postures contraignantes, on voit aussi l'opérateur qui monte sur un petit escabeau avec un risque de chute. Donc voilà, l'idée, ça a été de répertorier quelque part toutes ces situations de travail et d'y associer les risques, donc risque de chute, flexion du rachis, des postures contraignantes, des déplacements aussi, parce que l'opérateur avait à tourner tout autour de l'étal pour aller chercher tel ou tel poisson, donc du temps perdu, forcément la relation clientèle qui s'en retrouvait dégradée, etc. Donc sur le futur magasin, ce qui a été réfléchi, du coup, c'est une conception d'un étal qui permet de limiter ou de supprimer l'ensemble de ces contraintes-là. Donc, rapidement, voilà, on a réfléchi à un étal qui intègre des normes d'accessibilité beaucoup plus performantes. Donc, voilà, l'opérateur a quelque part le poisson de manière très accessible, sans avoir à monter, sans avoir à se pencher quelque part, etc. etc. Une autre situation de travail, donc là, voilà, je parle vraiment des situations de travail, quand ils mettent en place le poisson, avant de le mettre en place, ils mettent en place la glace. Donc la glace, en fait, précédemment, c'est voilà, une pièce qui faisait tomber la glace dans un bac. Donc à partir du moment où elle était tombée dans un bac, l'opérateur récupérait le bac et le déplaçait jusqu'à l'étal. Et ensuite, il manutentionnait avec la pelle cette glace sur l'étal. Donc, on se retrouvait avec plusieurs tâches à réaliser, hein. Donc, il faut amener le bac, il faut décharger la glace, voilà, du temps, etc., tout un tas de contraintes. Et là, l'idée a été de se dire, pourquoi pas faire venir la glace directement sur l'étal. Mais ça se réfléchit vraiment en conception du bâtiment, parce qu'il faut faire venir voilà, des canalisations pour faire venir la glace, aménager voilà, une partie électrique, etc. etc. Donc, cette réflexion, elle a été validée et faite pour
supprimer ces tâches-là et valoriser l'activité de l'opérateur sur des tâches beaucoup plus qualitatives, donc la relation clientèle ou des choses comme ça. Donc voilà, très rapidement, juste 2 situations de travail où on est parti vraiment de l'existant et où finalement le travail nous renseigne sur ce qu'il y a à faire dans le futur magasin, notamment sur ce rayon poissonnerie. Voilà, du coup, je ne fais pas plus long. Je vais passer la parole du coup à mon collègue de la CARSAT, qui représente la CARSAT, Michel Cunac, et qui lui va vous parler un petit peu plutôt du versant CARSAT, accompagnement du versant CARSAT. Et merci Nourdine. Bonjour à tous. Michel Cunac, je suis ingénieur conseil au service prévention des risques professionnels de la CARSAT Midi-Pyrénées. Et je vais vous présenter l'aide qu'une CARSAT peut vous apporter sur un projet de conception. Alors d'abord, pour vous présenter en 2 mots la CARSAT, c'est la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. C'est l'organisme régional qui déploie 2 missions de la branche assurance maladie risque professionnel de la sécurité sociale, la tarification pour le calcul des taux de cotisation des entreprises, et puis la prévention des risques professionnels à laquelle je contribue. La 3e mission de la branche, qui est évidemment l'indemnisation des victimes d'accidents du travail et des maladies professionnelles à partir de leur déclaration, elle est réalisée par les caisses primaires d'assurance maladie. Alors, pour mémoire, nous sommes l'assureur obligatoire, solidaire et unique pour les accidents du travail et les maladies professionnelles de toutes les entreprises du régime général et depuis 2020, des travailleurs indépendants. Alors, sur le territoire de l'Occitanie, vous avez 2 CARSAT, une à Montpellier pour les 5 départements de Languedoc-Roussillon et l'autre sur Toulouse pour les 8 départements de Midi-Pyrénées. Au sein de la CARSAT, le département des risques professionnels, il a pour mission de développer et de coordonner la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les entreprises afin de diminuer l'exposition des salariés aux risques professionnels et afin, bien sûr, de réduire le coût des accidents du travail et des maladies professionnelles. Donc, qu'il s'agisse de construction de nouveaux bâtiments, de l'extension ou même du réaménagement de locaux existants, la conception présente des enjeux majeurs en matière de santé et de sécurité au travail. Et intégrer la prévention des risques dès les phases amont est toujours plus efficace et plus économique. Alors, notre objectif en intervenant en conception auprès des entreprises, c'est d'aider les maîtres d'ouvrage à intégrer ces fondamentaux en matière de santé et de sécurité au travail dans leur projet le plus en amont possible, comme vous l'a déjà évoqué Nourdine. Alors, au travers d'une démarche méthodologique qu'on préconise, que vous retrouvez dans un guide de l'INRS, le D6096, dont vous avez la photo de couverture, et qui se décline cette démarche par l'analyse dynamique de 10 points clés incontournables dans un projet de construction, ce qu'on appelle, nous, des points irréversibles. J'y reviendrai. Cette démarche, elle favorise ainsi l'intégration rapide et à coût maîtrisé de solutions de protection intrinsèque ou collective des risques que vous avez repérés dans l'entreprise, dans vos locaux actuels, pour limiter les contraintes dans l'exploitation future de vos locaux et vous assurer ainsi une production plus fluide, apte à générer des gains, que ce soit au niveau social, économique et humain, qui contribueront à la performance de l'entreprise. Tu peux passer, Vincent. Donc, au niveau des CARSAT, et voilà, nos agents, ils sont en mesure d'intervenir à tous les stades d'un projet de conception, et depuis la mise en place du programme jusqu'à la mise en service. Donc, en phase de programmation, par exemple, on peut vous conseiller pour réaliser votre diagnostic de l'existant, vous aider à structurer vos retours d'expérience à partir du travail réel, Nourdine en a déjà parlé, pour vous aider à les traduire en solutions opérationnelles pour vos futurs locaux. On peut aussi vous aider à exprimer l'usage de vos futurs locaux pour déterminer les besoins que vous devriez formaliser dans le programme pour le remettre à l'architecte. À ce niveau-là, on peut vous aider à réfléchir sur ces fameux 10 points clés en matière de prévention, ces points incontournables qu'il faut prendre en compte le plus en amont possible. Alors, vous les avez listés sur la partie droite en couleur de la slide que vous retrouvez dans le D6096. En traitant ces points clés, cela permet d'éviter l'apparition de problèmes ultérieurs à l'usage, en exploitation, qui seront difficilement réversibles et qui ne pourront être atténués qu'au prix d'actions correctives coûteuses et d'une efficacité souvent limitée. Alors, par exemple, à ce niveau-là, on peut vous aider à réaliser en matière d'acoustique une cartographie de bruit des niveaux sonores que vous avez dans vos ateliers existants
pour identifier les zones bruyantes et pourquoi pas commencer à identifier ce que vous devez traiter dans vos futurs locaux. En matière de conception, on peut intervenir pour vous aider à monter votre cahier des charges, à définir vos objectifs de résultats. Alors, par exemple, toujours en matière de traitement acoustique, pour formaliser précisément vos exigences. Alors, sur la qualité des matériaux qui devront être installés suivant vos locaux, sur le traitement acoustique, il faudra prévoir soit un camp plafond, soit un plafond et sur les murs, sur de l'isolation phonique, par exemple, qu'il faudra mettre entre des ateliers et des bureaux. Donc, on est à même de vous accompagner à définir ces objectifs de résultats. Alors, on peut aller plus loin, on peut même réaliser des études prévisionnelles. On a un logiciel qu'on utilise là, notamment en acoustique sur le logiciel RE+, où à partir de la cartographie qu'on vous aura réalisée, en identifiant avec vous les futurs équipements potentiellement bruyants que vous allez investir dans vos futurs locaux, on peut simuler les niveaux de bruit qui pourraient être attendus en fonction de vos exigences en matière de cahier des charges. Voilà. Et puis, on peut vous aider aussi vis-à-vis de vos fournisseurs, de vos sous-traitants, en faisant une étude comparative des devis qui vous seront fournis et négocier avec eux pour valider les choix techniques par rapport au cahier des charges préétabli. Bon, en matière de réalisation, même si ce n'est pas tout à fait l'objet du webinaire, mais on peut aussi intervenir dans notre activité classique pour veiller dans la réalisation du chantier à la mise en œuvre des mesures de prévention. Alors, nous, au niveau du réseau assurance maladie risque professionnel, on préconise 5 thèmes opérationnels prioritaires en matière de prévention, alors qui sont la mise en commun des moyens de protection collective pour prévenir les chutes, la gestion des manutentions et des approvisionnements, l'hygiène et les conditions de travail, et bien sûr la mission coordination, sécurité, protection de la santé, à laquelle on veille qu'elle soit mise en œuvre, et puis les interventions ultérieures sur l'ouvrage qu'il faut bien anticiper. Côté mise en service, on peut intervenir à vos côtés lors de la réception pour venir vérifier que les installations sont en conformité par rapport au cahier des charges, toujours sous l'angle de la prévention, bien sûr, et notamment, par exemple, par rapport au système de ventilation que vous avez pu mettre en œuvre pour la prévention du risque chimique, venir réaliser des mesures aéroliques pour valider que les systèmes de ventilation qui ont été installés correspondent bien à votre cahier des charges. Voilà, alors là, c'était un tableau un peu rapide sur ces soutiens techniques qu'on peut vous apporter sur un projet de conception. Vous aurez tout à l'heure un exemple qui vous sera remis par mes collègues de Montpellier avec l'entreprise La Cigale. Et je vais terminer en vous parlant des aides financières dont vous pouvez bénéficier, voilà, au travers de nos 2 dispositifs. Donc, pour toutes les entreprises jusqu'à 200 salariés, vous avez ce qu'on appelle le contrat de prévention qui va vous permettre de financer des mesures pour améliorer les conditions de travail en matière de santé et sécurité de votre entreprise. Alors, à condition que votre branche professionnelle ait signé une convention nationale qu'on appelle une CNO avec la Caisse nationale d'assurance maladie. Alors, pour le vérifier, c'est très simple. Vous avez les liens de nos 2 sites internet sur Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Il suffit d'aller vérifier qu'il y a bien une convention qui couvre votre secteur d'activité. Alors, cette convention, elle définit un programme d'action de prévention, soit pour une profession ou un secteur d'activité, et qui va se décliner au niveau régional par ce contrat que nous signerons avec vous sur des mises en œuvre de moyens de prévention pour vos futurs locaux. Donc, vous avez des modalités particulières pour ces contrats de prévention, vous les retrouvez sur nos sites web sans problème. Pour ce qui est des très petites entreprises, dont l'effectif est compris entre 1 et 49 salariés, nous avons ce qui s'appelle le dispositif des subventions prévention TPE, qui sont au nombre d'une vingtaine de dispositifs aujourd'hui et qui permettent de financer des équipements de travail qui concourent à la prévention des risques, qui sont éprouvés et pérennes dans le temps, et qui peuvent être pour certains en lien avec la conception des locaux. Donc, je vous invite à aller les parcourir. Alors, notamment sur les 4 que je vous ai mis en évidence, le dispositif Airbonus, le dispositif Soudage plus sûr et les 2 dispositifs Risque chimique pro équipement et Risque chimique pro peinture en menuiserie. Vous avez dessus des mesures pour financer des systèmes de ventilation et d'aspiration à la source. Alors, pour vous en bénéficier, soit vous pouvez vous connecter sur Net Entreprise sur votre compte employeur ATMP, si vous en avez un, et vous faites votre demande en ligne. Vous y retrouverez notamment toutes les subventions nationales. Sinon, à défaut, vous téléchargez sur nos sites internet le dossier de demande de réservation.
que vous allez remplir. Il y a tout un tas de choses qui vous sont demandées, dont les devis, une attestation de vigilance de l'URSSAF récente, et vous nous les faites passer par mail. Voilà. Pour ce qui est des entreprises de Midi-Pyrénées, nous avons 2 dispositifs particuliers qui peuvent vous aider en conception. Le dispositif de subvention locaux plus sûrs, qui est une subvention expérimentale que nous testons sur 7 caisses régionales pour préparer un futur déploiement à partir de 2023. Alors, elle est spécifiquement dédiée à la conception des lieux de travail et vous pouvez y financer 4 points clés dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le premier sur les protections collectives contre les chutes de hauteur et ou les accès sécurisés, les circulations extérieures et la séparation des flux, piétons, engins, poids lourds, véhicules légers, les prestations d'éclairage naturel et puis l'absorption acoustique des locaux. Et en complément, pour la prévention des nuisances sonores, vous avez aussi une aide Silence Plus qui peut financer des équipements de travail standards qui sont complémentaires du traitement acoustique que vous avez dans locaux plus sûrs, par exemple des encoffrements de machines, des cabines insonorisées. Donc, vous retrouvez sur les liens toutes les dispositions pour pouvoir demander ces aides financières, subventions prévention TPE. Donc, voilà en quelques présentations l'aperçu synthétique de la façon dont les CARSAT peuvent vous aider sur un projet de conception. Alors, si vous avez besoin de plus amples renseignements ou si vous avez un projet, n'hésitez pas à nous solliciter. Vous verrez plus loin, on a mis les liens et les contacts pour pouvoir nous solliciter. Et puis, je vais passer le relais à Patrick Bompierre, à nouveau de la Directe, qui va vous présenter le guide de choix pour un assistant à maîtrise d'usage. Merci beaucoup, Michel. Désolé, tout à l'heure, j'ai été victime de la technologie. Donc, voilà. Je vous disais au tout début que le groupe du PRST avait produit plusieurs outils. Donc, le premier outil, je vous l'ai présenté, où on croisait les acteurs et les étapes. Le deuxième outil, c'est celui-ci, c'est un guide de choix pour aider à aller chercher quelqu'un pour aider le maître d'ouvrage dans cette fameuse notion de maîtrise d'usage. Donc, en gros, faire appel à un consultant. Alors, l'objet de l'atelier, c'est pas de vous dire qu'il faut faire appel à un consultant à tout prix, puisque vous avez vu qu'il y a beaucoup d'acteurs déjà qu'on peut associer au sein de l'entreprise. Mais on a voulu faire cet outil parce qu'effectivement, il y a une grande offre de consultants et donc c'est toujours intéressant pour les entreprises de savoir comment s'y représente cette offre. Donc, on a construit ce guide en partenariat avec le représentant patronal qui était dans notre groupe, qui est également représentant du CINOV, CINOV Ergonomie étant un syndicat patronal d'ergonomes. Donc, on peut avancer, Vincent. Hop, voilà. Donc, le guide, je vais, comme tout à l'heure, pas vous le détailler. L'objet, c'est pas de présenter ici l'outil, vous irez le voir. Simplement, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Il est composé de plusieurs parties. Tout d'abord, on explique comment construire un cahier des charges. Donc, qu'est-ce qu'on doit trouver à l'intérieur? Finalement, comment poser les bonnes questions lorsqu'on va aller rechercher une aide extérieure, notamment décrire notre entreprise, l'organisation qu'il y a à l'intérieur, nos besoins. C'est toujours difficile à définir, mais c'est pour ça qu'il faut bien le faire dès le départ. Les différentes étapes du projet. Qu'est-ce qu'on attend du consultant en termes de livrables? Et puis la temporalité, bien sûr. Est-ce qu'il faut faire le projet en 6 mois ou en 4 ans? C'est pas pareil. La deuxième partie, on va se poser la question de comment on va chercher notre ergonome conseil. Est-ce qu'on va aller solliciter directement une personne avec qui on a déjà travaillé, par exemple? Donc, en quel cas, on a une seule personne que l'on consulte. Ou bien est-ce qu'on fait une consultation restreinte, c'est-à-dire choisir 3-4 consultants et puis envoyer le même cahier des charges à l'ensemble, voir comment ils répondent. Ou alors, troisième possibilité, faire un appel d'offres très large. Ça peut se faire également, y compris par voie de presse, etc. On a surtout détaillé la version intermédiaire parce que ça nous a semblé être la plus intéressante. Et notamment, c'est celle sur laquelle on peut le mieux appliquer une grille de lecture pour choisir les personnes. Et du coup, je fais la transition avec la troisième partie, qui sont les critères de choix. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder pour retenir notre consultant? On va déjà se poser la question, est-ce qu'il a compris ce que je lui demande? Ça paraît tout bête, mais on peut avoir des personnes qui restent sur leur cœur de métier et puis qui, du coup, font une bonne réponse, mais qui n'est pas adaptée à la question qu'on a posée.
Donc, est-ce qu'il a bien compris la demande? Est-ce qu'il me garantit une méthode d'intervention? Donc, c'est notamment là qu'on va avoir les livrables qu'il propose, la temporalité dans laquelle il souhaite inscrire son intervention, quelle expérience il a aussi. Alors, pas forcément de mon métier, ça aussi, il faut être bien conscient que lorsqu'on fait appel à quelqu'un d'extérieur parce qu'on n'a pas les compétences, eh bien, par définition, c'est qu'on n'a pas les compétences. Donc, peut-être qu'il ne faut pas être surpris s'il apporte des compétences complètement autres qui ne peuvent pas se décaler, mais qui en fait sont particulièrement intéressantes à terme dans le projet. Et puis, le dernier élément, ça peut paraître idiot, mais il faut y penser, mais on l'a mis à la fin, c'est pas par hasard, c'est le prix. Voilà, parce qu'un cabinet de consultants, forcément, il y a une tarification. Mais pourquoi on l'a mis à la fin? Parce qu'on a pensé que c'était plus important les autres critères, finalement, que le prix. Il vaut peut-être mieux mettre un petit peu plus d'argent dans quelqu'un qui a bien compris ce qu'on lui demande et qui a une bonne méthode. Voilà, ça paraît idiot, mais il faut le dire. Et puis, la quatrième partie du guide, elle est assez courte. Ce sont des liens Internet vers les différentes institutions qui peuvent vous aider. Alors, pas forcément à trouver des consultants. Par exemple, la directe, nous, souvent, c'est cette question-là, vers qui je peux me tourner? Mais on n'a pas cette réponse-là parce qu'on n'a pas vocation à donner des listes de personnes. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est accompagner dans les choix, aider à définir les grilles de critères de choix, etc. La RAC fait ça très bien aussi. Voilà, le SINOV, donc le syndicat des professionnels de l'ergonomie, peut être intéressant parce que lui, pour le coup, il a une liste d'adhérents. Et puis également, ce qui est intéressant, c'est de regarder sur le site de ce qu'on appelle les ergonomes européens certifiés. Donc, c'est une certification, alors je vais rapidement, mais qui se base essentiellement sur le niveau de qualification des personnes et sur leur expérience professionnelle. Et une personne qui est certifiée ergonome européen, a priori, ça veut dire qu'elle sait de quoi elle parle. Voilà, donc c'est toujours intéressant de regarder si elle a cette certification. Alors, comme tout à l'heure, je ne détaille pas plus, je m'arrêterai dans la présentation. Vous irez voir le guide en question. Vous voyez, il fait une trentaine de pages, donc je ne peux pas vous les détailler là. Alors, le troisième outil, parce qu'on a conçu 3 outils, je vous disais, donc j'en parle là, mais très rapidement aussi, puisque vous l'aurez dans les liens que la CCI vous mettra à disposition à la fin du webinaire. C'est un outil où on a listé, c'est une synthèse bibliographique en fait, on a listé plein de sites qui existent, qui parlent de conduite de projet de prévention. Voilà, donc vous les verrez, Vincent vous mettra le lien. Voilà. Parfait, merci Patrick. Du coup, je vois qu'il n'y a pas eu de questions sur l'espace chat pour voilà, respecter le timing. Et puis, dans tous les cas, on a prévu un second temps d'échange. Donc, peut-être que le témoignage d'entreprise va attirer un peu plus de réactivité de votre part. Donc, on aura le temps d'échange juste après. Je vois que voilà, M. Rochera est dans les starting blocks, prêt à présenter tout ce qu'il a fait. Donc, je lui laisse la parole. Voilà, à vous Frédéric. Juste activer le micro. Ça a l'air d'être bon. Vous m'entendez? C'est parfait. Go. Parfait, impeccable. Bon, le micro m'indique toujours qu'il est coupé, mais petit bug. Il y a un petit temps de latence parfois. Allez, c'est à vous. Donc, du coup, je me présente, Frédéric Rochera, je suis le gérant de l'entreprise La Cigale. On est traiteur dans le Gard, traiteur depuis 1985. C'est une entreprise que j'ai reprise à mon papa il y a 8 ans. On exerce donc 3 gros types d'activités. Le traiteur événementiel, très calme en ce moment, je ne vous cache pas. L'activité de portage de repas pour les personnes âgées. Et également les plateaux repas livrés en entreprise. Je vais vous parler un petit peu de ma rencontre avec la CARSAT, qui est due à un fruit du hasard et quel accompagnement ils m'ont fait jusqu'à la réalisation de mon nouveau projet. Donc nous, on était en plein centre-ville de Nîmes, dans une cuisine qui faisait 55 mètres carrés, qui était devenue trop petite pour nos activités, cuisine trop petite, on ne pouvait pas garer les véhicules, on devait me sortir à marche arrière, enfin, on ne pouvait pas pousser les murs et ça devenait très compliqué de rester à cet endroit-là. Et donc, on avait commencé à travailler sur un projet ex nihilo à l'extérieur, dans une zone d'activité commerciale
partir d'un terrain nu, de construire un nouveau bâtiment. Et en parallèle de ça, il fallait continuer à faire travailler, tourner l'activité. Et j'ai un lave-vaisselle qui tombe en panne et le fabricant me dit « Attendez, c'est génial, la CARSAT peut financer de la vaisselle. » Donc, l'une des deux, je ne sais pas comment ça marche. J'envoie un message à la CARSAT. Je souhaite acheter de nouveau de la vaisselle. On m'a dit qu'il pouvait y avoir des aides. Est-ce que c'est possible? Aucune réponse. 3 semaines après, un contrôleur CARSAT sonne à l'entreprise. « Bonjour, Thomas Hermal, contrôleur CARSAT. » Déjà, vous entendez contrôleur, vous n'êtes pas vraiment tranquille parce que j'avais un peu oublié et vous demandez s'il vient vous contrôler, on ne sait pas trop. Et puis on discute, il me dit bon, « J'ai bien reçu votre email, mais on n'a pas d'aide sur les lave-vaisselle. Par contre, on a d'autres possibilités. » Et je lui explique mon projet. Et lui, il me dit la CARSAT peut vous aider dans l'accompagnement. Je lui dis bon, pourquoi pas. Je ne croyais pas beaucoup sur l'instant. Et je lui explique ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, où on veut le faire. Je lui envoie des éléments par mail avec les plans d'esquisse qu'on avait fait avec l'architecte. Et je crois un petit mois après, je reçois un email. Claude Mériguet, Thomas Hermal en copie, pour moi Frédéric Rochera, avec un dossier d'une 50aine de pages, avec les plans que j'avais donnés, les recommandations qu'il y avait à faire, tout un ensemble de choses. Je ne croyais pas mes yeux. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Ça va m'aider. Ça va vraiment m'aider. Avec une proposition de rendez-vous derrière. Donc, j'accepte le rendez-vous. Claude Mériguet se présente avec Thomas. On revoit tous les plans. Mais alors, tous les plans. On regarde tout. Je voulais, à la base, à un titre d'exemple, mettre les groupes clim sur le toit. Je me suis dit, sur le toit, je suis en zone artisanale, on ne peut pas me les piquer, on ne peut pas les abîmer, etc. Et Marie-Claude me dit, mais non, mais surtout pas, faites pas ça. Parce que si demain ils cassent ou il faut les réparer, ça va vous coûter plus cher de les mettre sur le toit. Et puis, le gars qui va intervenir, il lui faut une ligne de vie. Il y a une échelle. S'il doit porter sur le dos son groupe froid, il ne pourra pas. Soit on lui met un escalier, soit on lui met un monte-charge, ou alors il va lui prendre un élévateur pour monter, ça va vous coûter plus cher. Donc, il vaudrait mieux les mettre en bas. Et là, je me dis, ouais, franchement, ça, c'est pas trop bête quand même. Après, on a eu une succession de choses sur les lumières. C'est vrai qu'avec l'architecte, il vous fait 4 murs à l'intérieur et après, débrouillez-vous. Les lumières. Sur la porte sectionnelle, donc moi, je voulais mettre des portes battantes pour récupérer les marchandises. Elle m'a dit, vous avez pensé une porte sectionnelle beaucoup plus pratique. Eh bien, ouais, je n'avais pas pensé. Pour moi, les portes sectionnelles, c'est dans les grands entrepôts, c'est pas chez moi, mais ouais. Et puis, on l'a fait. Et on a même mis 2 hublots pour faire rentrer la lumière. Et c'est franchement pas mal. Et on a continué comme ça à dérouler, jusqu'à trouver un ensemble de choses que vous pouvez voir sur la slide. En haut à gauche, on a un VCC de chez Rational. Nous, on a des grosses marmites, des grosses sauteuses. Et en fait, on avait une manivelle à la main. Il se relevait. Et quand vous faisiez bouillir de l'eau, vous aviez le risque de prendre de l'eau et de vous ébouillanter. Là, vous ne l'avez plus. Parce qu'avec le Vario, ça remonte de manière automatique et ça s'écoule à l'intérieur. Donc, on ne peut plus s'ébouillanter. Après, on a les mailles des siphons, les siphons de sol, mailles crantées des deux côtés, double flou, je crois que ça s'appelle, je ne sais plus exactement. Je lui dis, ouais, super, mais la CARSAT, il finance ça. Ouais, mais bon, s'il finance, tant mieux, mais à quoi ça sert? Et en fait, j'ai compris à quoi ça servait. Parce que quand on passe la monobrosse pour nettoyer, tous les gars, et moi le premier, on retourne la maille crantée pour passer dessus. Mais comme elle est crantée dans les deux sens, si vous marchez dessus et que vous oubliez de la remettre dans le bon sens, vous ne pouvez pas tomber. Après, à côté, on a un énorme lave-vaisselle, lave-batterie, un granule disque qui projette des billes à 240 km/h, qui vient faire un sablage sur les gastros. Donc, ça, tout le monde arrive à la maison, vous faites un gratin dauphinois, il est cramé dans tous les sens, vous le mettez à l'intérieur, le plat ressort nickel chrome. Et ça évite tout ce qui est trouble musculo-squelettique, c'est-à-dire se pencher pour venir frotter et dérocher très fortement les gastros. Et ça fait un gain de temps, mais qui est juste énorme. À côté de ça, on a aussi le CL50 de chez RoboCoupe qui permet de faire toutes les coupes de légumes. On ne fait plus rien à la main. Je vous l'avoue, on fait tout avec le RoboCoupe. Ça va 100 fois plus vite. Les coupes, elles sont précises. On ne risque pas de se couper. Enfin, c'est juste du bonheur. On a encore j'ai oublié son nom.
ça me revient. Le carrelage, voilà. Le carrelage, c'était une jolie histoire, ce carrelage. L'architecte ne m'avait pas mis le bon carrelage. Et un jour, en réunion de chantier, il y avait Thomas et Marie-Claude qui étaient là. Et le ton monte avec l'architecte en disant « Non, mais le carrelage, ce n'est pas le bon. Et nous, on ne va pas aider la cigale si le carrelage, ce n'est pas le bon. » Et donc là, il y a eu un gros clash. Enfin, un gros clash. Il y avait des actions pour avoir le bon carrelage. Aujourd'hui, j'ai eu le bon carrelage. On a installé le bon carrelage. Je suis en réglementation avec la sécurité au travail et j'ai eu la subvention de la CARSAT sur ce carrelage. On a aussi l'enrouleur automatique. Au lieu d'enrouler à la main un tuyau qui fait 20 mètres de long et qui est rempli d'eau, c'est assez pénible. On tire un coup, ça s'enroule et ça, c'est juste magique. La trancheuse extracteur de lame, impossible de se couper les mains. Pas possible. Et tout un ensemble de choses d'aide de la CARSAT qui est franchement magique. Alors, je n'ai pas de superlatif pour la CARSAT tellement je suis content de leur service. Ce n'est pas pour rien qu'ils m'ont invité. Mais c'est un service de l'État qui est, pour moi, et sur ce dossier-là, a été vraiment salvateur parce qu'ils m'ont vraiment aidé jusqu'à la fin. Ont été de conseils, de bons conseils. Et cerise sur le gâteau, pour ça, vous avez des subventions, on vous donne de l'argent. Et ce n'est pas long, ce n'est pas compliqué. Net entreprise, je mets le devis, je mets le RIB de l'entreprise. Une fois que j'ai fait la compte et que j'ai payé, j'envoie la facture acquittée. Et un mois après, à peine, l'argent tombe sur le compte. Ce qui est quand même vraiment, vraiment très intéressant. Donc, j'invite tous les chefs d'entreprise, tous les entrepreneurs à aller sur le site Net Entreprise. Vous avez une liste, que ce soit pour l'agroalimentaire, pour tout. Il faut en profiter. Voilà. Si vous avez des questions, je suis à vous. Merci Frédéric pour ce témoignage. Du coup, je sais qu'il y a Thomas peut-être qui veut juste revenir sur voilà, la partie accompagnement. Donc, si il a pu récupérer une bonne connexion pour compléter un petit peu voilà, les échanges et les principales peut-être échéances qu'il y a eu lors du projet. Je vois qu'il arrive, c'est parfait. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis contrôleur sécurité à la CARSAT Languedoc-Roussillon sur le secteur du Gard. Alors, je vois qu'il y a eu des questions notamment sur les entreprises de plus de 200 salariés. Alors, normalement, nous, la CARSAT, nous, ce qu'on aide, c'est plutôt les petites entreprises. Donc, on aide les entreprises de moins de 200 salariés, comme a expliqué mon collègue Michel Cunac. Donc, moi, je vais vous donner un peu ma vision de contrôleur de sécurité dans l'accompagnement de l'entreprise La Cigale. Donc, c'est un accompagnement qui a duré 2 ans. Donc, ça a duré de 2017 à 2019. Donc, à travers ces différentes années, on a pu aider l'entreprise d'un point de vue technique, mais aussi financière, comme vous l'a dit Frédéric. Alors, la chance que j'ai, c'est que moi, je suis un contrôleur de sécurité généraliste et à côté, j'ai en fait des experts sur différents domaines. Donc, moi, j'ai demandé l'intervention de notre cellule conception des lieux et des situations de travail. Donc, en l'occurrence, c'est Madame Meurier qui s'occupe de ça à la CARSAT Languedoc-Roussillon. Donc, quand j'ai été sollicité par cette entreprise, quand j'ai vu effectivement la passion qu'avait ce chef d'entreprise et l'intérêt qu'il avait eu lors de ma première discussion avec lui, je n'ai pas hésité à faire intervenir Madame Meurier. Donc, on a pu, avec Marie-Claude, lui faire part en fait, des différents retours d'expérience qu'on a eus et des connaissances en matière de prévention qu'on a avec les différentes entreprises. Donc, ce n'était pas ça notre principal apport. On voulait lui faire comprendre qu'on voulait éviter avec lui les erreurs qu'on a vues dans d'autres sociétés. Donc, pour réaliser ce travail de conception, on s'est effectivement penché sur la brochure de l'INRS qui a été présentée par Michel Cunac avant. Donc, c'est l'ED 6096 sur la création des lieux de travail. Alors, cette ED, elle est vraiment très intéressante parce qu'elle est vraiment accessible. Elle résume bien les points clés en termes de conception et elle permet d'éviter les erreurs qui seraient irréversibles dans le futur. Donc, j'ai effectivement écouté le discours de Frédéric. Alors, par exemple, les erreurs effectivement qu'on a pu éviter, c'est comme il l'a dit, c'est d'éviter de mettre les groupes froids en hauteur sur la toiture.
Ça évite effectivement notamment les risques de chute de hauteur, par exemple, lorsqu'on a des opérations de maintenance par la suite. On a travaillé aussi sur la mise en place d'une rampe pour permettre l'utilisation d'un transpalette pour livrer les marchandises, les matières premières au sein de l'entreprise. Alors, à travers les différents échanges qu'il y a eu avec Frédéric Rochera, la cellule conception a pu établir un rapport qui en fait correspond à un cahier des charges à remettre au maître d'œuvre et aux différents fournisseurs. Et puis après, ce qu'on en a fait, c'est qu'on a accompagné la Cigale dans ses relations avec le maître d'œuvre et les fournisseurs. Donc typiquement, là, il vous a parlé des carrelages. Effectivement, il y a eu on va dire un petit couac parce que au départ, les carrelages qui allaient être mis en place ne correspondaient pas à ce que nous on demande au niveau de l'assurance maladie. Donc, on a une liste qui est accessible sur Internet qui permet aux entreprises de se procurer le bon carrelage, donc qui est à la fois antidérapant et qui répond aux règles d'hygiène. Donc bon, si vous avez besoin, je vous donnerai l'adresse où vous pouvez le trouver. Alors, le second type d'aide qu'on a apporté, effectivement, c'est une aide financière dont vous a parlé Frédéric. Alors, l'entreprise a pu bénéficier d'un contrat TPE et d'une aide financière simplifiée sur les chutes. Alors, ces aides, elles avaient notamment pour objectif de réduire les troubles musculo-squelettiques. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec différents matériels, exemple le lave-batterie. On voulait également prévenir le risque de chute, donc c'est les risques de chute de plein pied avec du carrelage antidérapant, avec des enrouleurs et aussi effectivement éviter les risques de chute de hauteur avec des garde-corps notamment. On a travaillé aussi sur le risque chimique puisqu'on a aussi subventionné des packs de rétention pour le stockage des produits chimiques dangereux. Donc, je vous ai mis le lien de la carte satellaire pour effectivement voir les différentes subventions qui sont à votre disposition et aussi pouvoir faire les demandes si vous êtes intéressé. Et puis, comme on était assez satisfait du travail qui a été fait par la Cigale, qui était plutôt remarquable par rapport à la taille de l'entreprise, j'ai sollicité l'INRS, donc l'Institut national de recherche et de sécurité, pour faire un article sur le travail réalisé par M. Rochera. Il y a un article qui a donc été publié dans Travail et sécurité, qui est le mensuel de l'INRS sur la sécurité et qui est à destination notamment des chefs d'entreprise et des C2SCT. Donc voilà en résumé comment ça s'est passé de notre côté. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Thomas pour ce complément voilà, qui venait étayer en fait le témoignage de Frédéric. On a eu quelques questions du coup, notamment sur Frédéric, sur votre choix au niveau de la localisation des locaux. Comment vous avez choisi Est-ce que du coup là c'était un choix personnel ou il a été également étayé par un accompagnement? Non, alors sur les choix des locaux, nous on a aussi une activité livraison. Donc en fait, on a fait un calcul de barycentre en termes de kilomètres où on pouvait s'implanter. Après, des zones d'activité autour de Nîmes, il n'y en a pas des millions. Là où il reste de la place, il n'y en a pas beaucoup non plus. Donc finalement, le choix s'est restreint plutôt vite. Mais le but étant, c'est qu'il faut être en livraison au plus proche de la consommation, soit Nîmes Centre, là où il y a de la place. Donc, on s'est fait naturellement dans cette zone-là, quoi. Très bien. Il y avait une question, oui, ensuite sur les aides financières. Donc, voilà, je vois qu'il y a Thomas et Michel. Donc, sur les plus de 200, du coup, il n'y a pas d'aide spécifique au niveau de la CARSAT. Alors, en fait, si vous voulez, les aides, elles sont en lien avec ce qu'on appelle la tarification, c'est-à-dire que toutes les entreprises, on calcule un taux de cotisation chaque année. Pour toutes les entreprises au-delà de 200 salariés, ce sont des entreprises qui sont à tarification au réel. Donc, clairement, entre guillemets, si elles mettent en œuvre des mesures de prévention dans la conception des futurs locaux, où là, on peut toujours être en appui technique, bien sûr, hein, mais ça va faire en sorte, évidemment, que derrière, il y ait beaucoup moins d'accidents de travail ou de maladies professionnelles. Hein. On a vu comment, dans l'exemple de la Cigale, on évoquait l'exposition
aux manutentions manuelles et les possibilités de troubles musculo-squelettiques. Donc, en fait, l'entreprise de plus de 100 salariés, si elle met en œuvre des actions de prévention, elle va de fait, dans le temps, diminuer sa sinistralité, qu'on appelle nous, les accidents de travail et maladies professionnelles, et du coup, son taux de cotisation va baisser. Alors, ce que vous n'avez pas, à contrario, pour les petites, les très petites et les petites entreprises, où là, on est sur un mix. Alors, les très petites, c'est un taux collectif, donc là, c'est le taux de la profession au niveau national, taux collectif, quoi qu'il arrive. Et puis, les moyennes entreprises, c'est un taux mixte. Voilà, donc c'est pour ça qu'on compense avec, entre autres, des subventions, prévention TPE pour les très petites, et puis le fameux contrat de prévention. Pour les très grandes entreprises, en fait, elles font de l'auto, entre guillemets, de l'autosubvention, en mettant en place des actions de prévention qui vont faire diminuer dans le temps leur taux de cotisation. Très bien. Voilà, après, je voulais juste rajouter par rapport au choix du terrain, parce que on avait le cas de la Cigale, mais pour les potentiels porteurs de projets qui seraient en ligne, par rapport aux démarches qu'on vous a présentées, que ce soit nous, au travers de l'ED 6096 ou même Nourdine qui vous l'a évoqué, c'est la même démarche, ça se réfléchit très en amont parce que ne faut pas choisir le terrain avant d'avoir réfléchi à son programme. Des fois, quand on parle de circulation extérieure, par exemple, ça veut dire que si vous avez des livraisons, des poids lourds qui viennent chez vous, ça veut dire qu'il vous faut de l'espace pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent manœuvrer. On parle de pouvoir intervenir comment dirais-je, en intervention anti-horaire pour que les conducteurs de poids lourds puissent reculer à main gauche, se garer à main gauche sur les quais. Donc, il y a besoin d'espace. Donc, réfléchissez avant d'avoir choisi le terrain. Ça se fait dans la démarche pluridisciplinaire qu'on préconise. C'est très en amont. Avant d'avoir choisi le terrain, il faut avoir déjà posé les questions sur les locaux, les circulations extérieures, bien sûr, tout ce qui est parking salarié et autres. Donc, c'est très important. L'idée, ce n'est pas de j'achète un terrain, j'y fais des locaux parce que l'architecte m'a fait des beaux locaux. Et puis derrière, je vois ce que quelle activité je vais y mettre dedans. Non, il faut l'avoir pensé bien en amont. Voilà, il y a beaucoup d'entreprises qui font effectivement cette erreur. Tu parlais des camions. Donc, souvent, on ne prévoit pas où les camions peuvent se garer. Du coup, ils jettent toute la circulation extérieure et au bout d'un moment, avec les voisins qui se plaignent, etc., ils sont obligés de déménager. Typiquement, un exemple où c'est une erreur au départ. J'ai une question passée par rapport au fait que les prestations, de savoir si les prestations de CARSAT sont payantes. Elles ne sont pas payantes. Elles sont prêtes, si vous voulez, vous cotisez, donc vous bénéficiez effectivement de nos prestations et elles sont gratuites. Bon, très bien. Entre guillemets. J'allais vous la poser justement avant de revenir sur une question voilà, qui est plus pour Frédéric. Je pense qu'il est encore avec nous. Voilà. Du coup, Sonia peut-être, ou sinon je vais y aller. Du coup, il y avait une question en fait sur le conflit, enfin, ou les discussions animées qu'il y a eu avec l'architecte, notamment sur la refonte initiale du projet, parce qu'on a pu comprendre qu'il vous avait proposé des plans, mais qu'au final, ils ont été bien modifiés. Donc, c'est compliqué. En dire un petit peu plus, voilà. Un architecte, c'est compliqué. Un architecte, c'est un artiste. Il vous fait des plans parce que lui, il sait et vous ne savez pas. À partir de là, vous comprenez qu'il y aura un problème. Quand j'ai monté le projet, j'ai interrogé plusieurs architectes et j'ai dit attention, moi, c'est un projet agroalimentaire avec toutes les normes. Les trois m'ont répondu aucun problème, on a déjà fait, on a l'habitude. En fait, ils ont l'habitude de rien. Je me souviens du carrelage. Le carrelage, la réponse avait été magique. Monsieur Rochera, c'est pas grave, vous savez, on peut faire un peu ce qu'on veut. De toute façon, une fois qu'il y est, ils ne peuvent plus nous embêter. J'avais adoré cette réponse. Et là, je lui ai expliqué que les gens qui étaient en face de nous, qui étaient la CARSAT, ce sont eux aussi qui viennent nous contrôler. Donc, on ne peut pas leur faire à l'envers et que s'ils nous disent que le carrelage, c'est le grès cérame à pointe de diamant, on met du carrelage grès cérame à pointe de diamant. Parce que si vous n'avez pas l'habitude de ce carrelage-là, eux, ils voient toute la journée. Donc, si ce n'est pas le bon, ils vont le savoir. Donc, oui, ça a été très compliqué avec l'architecte sur plein de points. C'est pour ça que je ne reconseillerais pas cet architecte-là.
Mais faire avancer un projet quand vous n'avez pas, comme moi, je n'avais pas la compétence technique et réglementaire de tous les tenants et tous les aboutissants, parce que mon métier, c'est la cuisine, ce n'est pas la conception de frigo. C'était dur. Et c'est pour ça que j'étais content d'avoir la CARSAT, parce que j'avais un poids qui venait contrebalancer l'architecte et ce qu'il pouvait me dire en disant mais non, ça c'est obligatoire, etc. Ben, je sais que j'avais Thomas ou j'avais Marie-Claude où je leur disais attendez, pour la fenêtre, c'est quoi la hauteur de la fenêtre réglementaire et je pouvais aller voir l'architecte. D'ailleurs, sur le projet, pour l'anecdote, j'ai une fenêtre, en fait, elle est tellement haute que quand vous êtes debout, vous ne la voyez pas, quoi, parce qu'elle est au-dessus de ma tête et je fais 1,85 m. Voilà. L'architecte, c'était très joli, mais ce n'est pas pratique. D'accord. Et du coup, ouais, en termes de les modifications, puisque la question, en fait, c'est tout ce qui était évolution proposée en termes de santé, sécurité au travail. On a tout fait. Il a été réceptif, en fait. Il a fallu faire du forcing à chaque fois ou Alors non, il n'était pas réceptif, mais le client, ça restait moi, et donc du coup, il a été obligé de s'y contraindre. Et c'est pour ça que c'était difficile. Parce qu'à chaque fois, non, il faut retravailler les plans. Ouais, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Je me souviens du quai. Donc sur 25 mètres, on a une pente, je crois, à 5% pour les chariots, etc. À la base, elle ne faisait pas 25 mètres. Elle n'en faisait que 17, je crois. Mais ces mètres qui manquaient faisaient que la pente allait être un peu plus importante. Et c'est vrai que même nous, avec des chariots, ça n'aurait pas été tenable. Donc non, très compliqué avec l'architecte. Il a été finalement réceptif parce qu'il n'a pas eu le choix. Mais j'avoue que c'était une vraie bataille. C'est vrai qu'on a beaucoup appuyé Frédéric par rapport à l'architecte notamment, et le fait qu'on soit là, ça t'a aidé à contrebalancer effectivement l'avis des fois de l'architecte qui essayait de faire passer des choses qui n'étaient pas toujours en adéquation avec la prévention. D'où l'importance quand même de se faire accompagner, d'autant plus, comme vous l'avez dit, voilà, comme ça a été présenté, il y a quand même pas mal d'acteurs qui sont compétents sur le sujet et pour lesquels, en plus, les entreprises, via les cotisations que vous payez, que ce soit au niveau du service santé au travail, au niveau des CARSAT, en fait, c'est comme si la prestation était inclue en fait, dans ces cotisations-là. Donc, n'hésitez pas à solliciter tous les organismes, les CCI également, qui peuvent vous orienter vers les personnes compétentes. Et c'est relativement important d'insister sur le fait qu'il faut vraiment se poser les questions et réfléchir à son futur projet en amont. Voilà. Parce que c'est vrai qu'après, quand le maître d'œuvre a commencé à bosser, a fait des plans, on est déjà un peu tard. D'où là, certainement, les grincements de dents, parce que bon, aussi, on a la problématique d'arriver à détecter les projets des entreprises. On ne peut pas toutes les voir si on n'est pas sollicité. Et donc, d'essayer, c'est ce qu'on préconise dans la démarche, d'essayer de formaliser, vous, en termes d'usagers. Vous allez avoir une cuisine, vous allez avoir un cabinet de prothésiste dentaire ou je ne sais quoi, ou une chaudronnerie, de poser avant, quand c'est encore là, au niveau de la feuille blanche, de poser au niveau du programme quelles vont être vos exigences. Voilà. Vous avez l'usage de vos locaux actuellement, vous allez avoir de nouveaux locaux. Voilà. L'activité réelle aujourd'hui, c'est quoi et les contraintes que ça peut amener. Alors, ce petit document là qui évoque 10 points clés, c'est des irréversibles. C'est quand le permis de construire est déposé, parfois pour certains, c'est déjà trop tard. Donc, vraiment être le plus en amont possible pour que l'architecte, il ait dès le début en tête qu'il a aussi ces contraintes-là en plus par rapport à votre activité future. Bon, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Juste s'il y a des questions complémentaires, on va passer au questionnaire de satisfaction. Donc, si vous avez des besoins particuliers, n'hésitez pas à le mentionner à ce niveau-là, c'est-à-dire être recontacté par votre conseiller CCI local. Comme ça a été dit et énoncé tout au long de la présentation, donc, on vous a mis tous les liens actifs à ce jour, plus on rappelle là le lien vers l'outil des PRST et l'ensemble des ressources en ligne. Donc vous recevrez le support au plus tard, je pense, en début de semaine prochaine, avec l'ensemble des liens actifs.
on remet également voilà, des contacts qui ont été cités. Et puis, nos prochains rendez-vous, donc sur les rendez-vous santé-sécurité, donc, où on traitera le mois prochain en fait, de comment maintenir dans l'emploi les salariés qui sont en situation de maladie chronique évolutive, et ça, bien sûr, du point de vue de l'employeur. Il ne me reste plus qu'à remercier l'ensemble des participants, des intervenants et des personnes qui ont contribué à la bonne réussite de ce webinaire. Et puis, on vous mobilise encore 2 petites secondes pour finaliser le questionnaire de satisfaction. Voilà, je vous remercie de votre participation et je vous donne rendez-vous dans un mois, le 6 mai.